du chèque ciblé. Je suis davantage favorable à un dispositif comme le chèque carburant plutôt qu'à une baisse de la fiscalité. Alors certains nous disent qu'il faut impérativement baisser les taxes sur le carburant. Je ne crois pas que ce soit la bonne option. D'abord parce que ça coûte très cher. 1 centime de baisse du litre de carburant, c'est un demi-milliard d'euros. Donc vous voyez bien que c'est très coûteux. Moi, ce que je veux, c'est aider les personnes qui, de toute façon, sont obligées de faire leur plein. Ça veut dire, attendez, ça veut dire que ça ne sera pas une baisse globale pour tout le monde, ça va être ciblé, ça va être un chèque carburant, c'est ça la piste? La piste, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Après, sous quelle forme? Je ne sais pas encore, parce qu'on essaye de trouver le moyen qui nous permet de toucher les bonnes personnes. Bonjour Damien Fleureau, ça traîne beaucoup cette annonce d'un coup de pouce pour les ménages. Est-ce qu'on a au moins l'idée de la date de l'annonce et des contours de cette annonce? Oui, on comprend dans l'entourage du président de la République et du chef du gouvernement que ces annonces vont se faire dans quelques jours, a priori cette semaine en effet, parce que les prix flambent à la pompe. Vous l'avez dit, qu'il faut donc aller assez vite et que la mise en place d'un dispositif, même s'il semble que ce soit le chèque énergie, ensuite il faut le délivrer pour qu'il touche les bonnes personnes. Et justement, combien de personnes devraient toucher ce dispositif? Là, il y a encore des arbitrages. On fait tourner les calculettes à Bercy. Il faut effectivement que ce soit large, mais pas trop, parce que cela a un coût pour les finances de l'État. Et puis, il faut aussi rester dans une certaine cohérence avec les objectifs climat, c'est-à-dire aider les ménages qui ont une voiture, mais ne pas perdre de vue cet objectif de la COP. Alors, il y a un modèle qui existe déjà, qui est décliné dans les Hauts-de-France, figurez-vous. On a voulu exactement savoir en quoi ça consistait et s'il était déclinable ou pas. C'est vous qui vous en êtes chargé, Catherine André. Qu'en est-il ? Eh bien alors pour vous expliquer ce dispositif, ce chèque carburant, il existe dans les Hauts-de-France depuis 2016, ça fait donc 5 ans. Il est appelé aide au transport aux particuliers salariés parce qu'à la base, il avait pour objectif de favoriser l'emploi, notamment dans les zones rurales. Il est de 20 € par mois. Mais attention, dans les Hauts-de-France, tout le monde ne peut pas toucher ces 20 €. Il y a des critères d'éligibilité. Il faut d'abord avoir un emploi, être salarié. Il ne faut pas gagner plus de 2 fois le SMIC, c'est-à-dire moins de 2 516 € net par mois. Il faut habiter à plus de 20 km de son lieu de travail et, critère très important, il faut vivre dans une zone qui n'est pas desservie par les transports en commun. Alors en 2020, dans les Hauts-de-France, il y a eu 48 000 bénéficiaires du chèque carburant. On estime que cette année, c'est à peu près le même nombre de demandes qui a été déposé. C'est tout de même 2% des ménages de la région pour un coût de 10 milliards € par an. Alors, ce dispositif... 10 millions, juste une précision. Pardon, 10 millions d'euros, excusez-moi. Ce dispositif des Hauts-de-France, Catherine, est-ce qu'il peut s'appliquer à la France entière ? Eh bien, c'est en tout cas ce que dit Xavier Bertrand. C'est aussi ce que dit le gouvernement, puisque c'est la piste qui est privilégiée. Et ce matin, d'ailleurs, il s'est montré favorable à cette option. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, je suis davantage favorable à un dispositif comme le chèque carburant qu'à une baisse de la fiscalité. Mais effectivement, si c'est cette option qui est choisie, il y a beaucoup de questions. Quel périmètre, combien de Français pourront toucher ce chèque carburant? Alors, à titre d'information, il y a un quart des Français qui vivent en zone rurale et il y a 3,3 millions des actifs qui font plus de 25 km par jour pour se rendre au travail. Ce sont ces catégories qui pourraient être visées par ce chèque carburant. Et si on fait un ratio, eh bien on se rend compte que c'est moins de 5% des actifs en France qui pourraient donc le toucher. Alors pour quel coût, quel coût pour l'État? Eh bien si 5% des salariés en France touchent ce chèque carburant, ça représenterait 300 millions d'euros par an. C'est beaucoup, mais c'est toujours moins qu'une baisse sur la fiscalité des carburants. C'est ce qu'a dit ce matin Bruno Le Maire. 1 centime de baisse sur le litre d'essence, c'est une perte de 500 millions d'euros pour l'État. C'est donc le chèque carburant qui est privilégié parce qu'il serait moins cher, mais aussi jugé plus juste parce qu'il ciblerait seulement les Français qui en ont vraiment besoin. Merci beaucoup Catherine. Le porte-parole de l'Automobile Club Association est avec nous. Yves Cara, bonjour. Que pensez-vous de cette option dont on vient de voir les contours ? Bon, on voit déjà que ça va créer... Alors, bon, c'est bien, c'est déjà un geste et il ne faut jamais aller contre les bonnes initiatives. Et évidemment que ça fera du bien aux personnes qui vont pouvoir le toucher, mais on voit déjà que ça va être une usine à gaz, que ça va créer des injustices. Regardez, les personnes âgées sont exclues. Il y en a qui en ont besoin avec des toutes petites retraites pour aller faire leurs courses, aller chez le médecin ou autre. Il y a des chômeurs. A priori, si on est salarié, ça va. Mais si on est chômeur et qu'on a besoin de se déplacer, qu'on a peu de moyens, on va être exclu. Donc, nous, on demandait une baisse des charges des taxes depuis très très longtemps. Bon, effectivement, ça coûterait à l'État, mais si on avait un petit peu anticipé depuis quelques années pour que ce soit moins important,
On serait peut-être pas obligé de faire ça. Puis je pense aussi, vous savez, aux ménages qu'on dit aux classes moyennes, qui le sont de moins en moins. C'est dur aussi pour eux. Hein. Alors, on a entendu que Bruno Le Maire a écarté d'emblée l'idée d'une baisse de la TVA parce que ça coûterait tout simplement un demi-milliard juste pour 1 centime, qui n'est pas tellement perceptible, 1 centime de moins sur le litre. Oui, tout à fait. Il y a quelques années, il y avait une TICPE flottante qui, effectivement, ne faisait baisser que de 2-3 centimes le litre. Donc, ce n'était pas perceptible. Il faudrait, si on la rend de nouveau flottante, ce qu'on demande, que ce soit plusieurs dizaines de centimes d'euros. Donc, effectivement, quelques centimes, ça ne se sent pas. Donc, comment faire face à cette hausse? Covoiturer, passer au super-éthanol. Vous savez, on roule, quel que soit le prix du carburant, il y a des déplacements contraints. Et on avait, avec notre budget de l'automobiliste, qu'on sort chaque année, sauf l'année dernière pour des circonstances exceptionnelles, que quel que soit le prix de l'essence, il y avait des déplacements contraints qui étaient entre 8 500 et 9 000 km par an sur une citadine, pas sur les gros rouleurs. Donc, ça pèsera dans le budget des automobilistes. Il va falloir trouver des solutions, ça ne va pas être facile. Justement, Yves Cara, d'un mot pour conclure. Est-ce que vous pensez que cette hausse des prix, elle va s'installer dans la durée ou c'est juste un mauvais moment à passer? Écoutez, il y a quelques années, le prix du baril de Brent avait dépassé les $100. J'avais entendu d'ailleurs un grand PDG dire qu'il faudra s'habituer, il ne redescendra jamais au-dessous. Il était à 80, il était à 60, c'était peut-être anormalement bas. Cette reprise mondiale, on espère qu'elle ne va pas durer, que ça va repasser au-dessous des 80, qui semblerait être un litre d'essence à peu près raisonnable. Merci beaucoup. C'était Christophe Demargerie à l'époque, évidemment, le PDG de Total. Merci beaucoup. Yves Cara, il est 12h30 pile sur LCI. Voici les titres. A-t-on tombé le masque trop tôt dans certains départements? Le taux d'incidence remonte fortement. La Lozère, par exemple, a dû imposer à nouveau le masque aux écoliers. Un mois après les conclusions du Beauvau de la sécurité, Emmanuel Macron est à Poitiers pour lancer les états généraux de la justice afin de répondre aux critiques sur la lenteur judiciaire et faire émerger des propositions. Evelyne Sirmarin sera avec nous, magistrate, ancienne présidente du syndicat de la magistrature, pour réagir. Il fait l'objet d'une traque depuis 3 jours dans le Pas-de-Calais. La présence d'un gros félin autour d'Arras divise entre le préfet qui veut l'abattre et des milliers de citoyens qui ont signé une pétition pour le sauver. On y revient en fin de journal. Il ne reste plus que 18 départements qui imposent le masque à l'école primaire, mais dans certains, le nombre de cas de contamination est en train de remonter. Voilà, c'est le cas en Lozère notamment, le département de France où le taux d'incidence est le plus élevé. Les enfants doivent remettre le masque aujourd'hui. Xavier de Giacomoni. Aller à l'école sans masque, cela n'aura duré qu'une semaine dans cet établissement lozérien. Une autre école a été fermée à cause d'un foyer épidémique. Alors la décision est tombée. Masque à nouveau obligatoire. Camille est en CM1, elle est très déçue. J'aimerais l'enlever. C'est gênant et des fois, si dehors tu as envie de respirer le bon air, tu peux pas. Dans la cour comme dans les classes, les enfants doivent porter le masque toute la journée, excepté à la cantine. En fait, on n'a que des yeux en face de nous. Et du coup, tout le langage non verbal, du sourire, des émotions, ça passe que par les yeux, et donc c'est très compliqué. Et puis, ils étaient super contents de l'enlever. Dès aujourd'hui, toutes les écoles de Lozère sont concernées. Le département est considéré comme le plus touché en France, mais c'est aussi le moins peuplé. Certains Lozériens l'assurent, ces mesures sont exagérées. La Lozère, c'est un petit département avec une population assez faible. Donc automatiquement, on voit bien que dès qu'il y a quelques cas, on voit bien que ça monte à la hausse. Pourtant, cette pharmacienne insiste, il ne faut pas relâcher ses efforts. Comme toute épidémie, elle fonctionne par vagues, on l'a vu depuis ça va commencer à faire 2 ans. Que ça va, que ça vient, il faut enrayer l'épidémie à tout prix. 30% des Lozériens ne sont pas encore vaccinés. Un mois après les conclusions du Beauvau sur la sécurité, Emmanuel Macron est à Poitiers pour les états généraux de la justice. Objectif, répondre aux critiques sur la lenteur de la justice et faire émerger des propositions pour moderniser l'institution dont les Français se sentiraient de plus en plus éloignés. Nous avons en ligne Evelyne Sirmarin, magistrate, ancienne présidente du syndicat de la magistrature. Alors, je viens de le dire, on reproche à la justice sa lenteur, son laxisme. Une des pistes, c'est de raccourcir les procédures pénales. Est-ce que c'est une bonne piste selon vous ? Oui, évidemment que c'est une bonne piste de raccourcir les procédures pénales dit comme ça. Le problème, c'est que la procédure pénale, c'est aussi la garantie des droits. Si vous êtes placé en garde à vue, la procédure pénale, c'est que vous avez droit à un avocat, à un médecin, etc. Vous voyez, c'est ce qui sépare l'état de droit de l'arbitraire.
Donc, il faut aussi maintenir tout à fait les garanties de la procédure pénale. Par ailleurs, ces états généraux de la justice, ce qui est à craindre, c'est qu'effectivement, ils soient contraints par la feuille de route qui a été donnée lors du Beauvau de la sécurité. On a fait déjà la police et la sécurité, et ensuite la justice, alors que d'après notre Constitution, la justice, elle est là quand même pour garantir en fait que les procédures faites par la police préservent les libertés individuelles. C'est l'article 64 de la Constitution. Donc, vous voyez, on met un peu la charrue avant les bœufs en commençant par la sécurité. Ça serait intéressant de commencer justement par la justice. Et puis, par ailleurs, on est dans une période très, très contrainte parce qu'il va y avoir quand même les présidentielles. Et tout ce qui sera décidé, conclu en février 2022, ne pourra pas de toute façon faire l'objet de prochaines lois, ne pourra pas être appliqué ni voté. Donc, il y a différents problèmes par rapport à ces états généraux. Et surtout des choses contradictoires. Je finis là-dessus. Le Beauvau de la sécurité voulait plus de répression, moins de droits de la défense. Les policiers appellent ça de la paperasse. Nous, les juges, on appelle ça la garantie des droits. Et puis, la loi confiance en la justice, qui vient d'être votée par le Parlement en première lecture, veut plus, au contraire, de droits de la défense, d'accès aux dossiers, etc. Donc, vous voyez, il y a des contradictions. Ça va être très difficile pour répondre à votre question. Que dites-vous, Évelyne Sirmarin, au gouvernement quand il communique sur une hausse des budgets de la justice jamais vue depuis des années? Est-ce que vous le portez à son crédit ou est-ce que vous dites que ça ne suffit toujours pas? Non, mais évidemment, on ne peut que se féliciter quand on est greffier ou magistrat qu'il y ait à peu près 30% de hausse du budget de la justice. Mais ça reste bas par rapport aux standards européens. On est en dessous. Vous voyez, le nombre de juges, par exemple, est insuffisant en France. On est la moitié moins qu'en Allemagne. Et par exemple, une mesure d'assistance éducative pour un enfant qui est en danger, c'est quand même, il faudrait vraiment que quelqu'un intervienne parce qu'il est en danger, c'est à peu près 1 an, 6 mois, 1 an pour que des éducateurs interviennent effectivement pour aider l'enfant et la famille. Donc, alors que c'est vraiment des situations graves. Si vous êtes licencié par votre employeur et que vous prétendez que c'est abusif, il faut à peu près 5 ans pour un arrêt de cour d'appel en passant par le Conseil des prud'hommes, alors que vous attendez quand même une somme d'argent à tort ou à raison. Vous voyez, c'est beaucoup trop long pour les citoyens. Mais en même temps, c'est vrai qu'on part d'un niveau assez bas et qu'il faudrait aussi comprendre que le personnel de la justice, c'est exactement comme les policiers du Beauvau. On voudrait être tout simplement écouté et entendu, et puis qu'il y ait des moyens, mais qui soient des moyens pérennes. Merci beaucoup. Des recrutements contractuels. Merci beaucoup, Évelyne Sirmarin. Les rencontres commencent donc cet après-midi à Poitiers. C'est un débat qui va durer plusieurs mois. Emmanuel Macron à Poitiers. Le Premier ministre, en revanche, lui, était au Vatican. Il a été reçu ce matin en audience privée par le pape François pour marquer le centenaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège. Cela dit, Frédéric Delpech, on ne peut pas dire que le contexte actuel soit diplomatiquement au beau fixe, si j'ose dire, avec notamment les conclusions du rapport Sauvé qui a forcément été évoqué ce matin. Oui, sans doute, bien évidemment, d'autant plus que, vous le savez, le souverain pontife a fait de la lutte contre les abus sexuels une des priorités de son pontificat. Alors, on ne connaît pas encore la teneur de cet entretien qui a duré à peu près une trentaine de minutes entre Jean Castex et donc le pape François. Ça s'est passé ce matin à 10h au Vatican. Ce qu'on sait simplement, c'est que les deux hommes, et ça c'est la tradition, se sont échangés des cadeaux. Alors, côté cadeau de Jean Castex, un cadeau un peu surprenant, le maillot du PSG signé par Lionel Messi, dédicacé, ça c'est un des deux cadeaux. Parce qu'il est argentin, quand Parce qu'il est argentin, oui. Parce qu'il est fan de Lionel Messi et parce qu'il aime le football, bien évidemment, le pape. Et puis un cadeau un peu plus conventionnel, la première édition de Notre-Dame de Paris par Victor Hugo, ça c'est un des cadeaux de Jean Castex, quelques friandises aussi, on les voit au pape. Et puis du côté du pape, eh bien lui, il a offert une mosaïque des ateliers du Vatican à Jean Castex, ainsi que des documents divers et variés sur son pontificat. Ce qui est certain, c'est que les sujets qui sont à l'ordre du jour, c'est ce qu'a dit Matignon, ça sera le changement climatique, l'accès aux vaccins pour tous, et puis le Liban, ça fait partie des sujets qui ont été évoqués ce matin, et puis bien évidemment cette affaire du rapport Sauvé, probablement, mais quand même Jean Castex a pris des précautions avant son déplacement en disant que son interlocuteur sur cette question, c'était l'Église de France, pour éviter d'embarrasser trop le Vatican, qui a quand même réaffirmé il y a peu la primauté
la primauté de la confession, voilà, ouais. et donc du secret de la confession. Donc, a priori, il est peu probable quand même que Jean Castex soit allé poser un ultimatum au pape ce matin. Merci Frédéric Delpech. Dans le reste de l'actualité, comment aider les Français les plus modestes face à la hausse des prix à la pompe? Pour aider les ménages en difficulté, le ministre de l'économie soutient la piste d'un chèque carburant. Nous sommes en mesure sur LCI de vous le confirmer, et des annonces sont attendues dans la semaine. Camilla Campuzano. Face à la flambée des prix, le gouvernement envisage des aides mais bien ciblées. On essaye de trouver le moyen qui nous permet de toucher les bonnes personnes. On n'a pas aujourd'hui une base de données de toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. C'est pas si simple. La piste d'un chèque carburant privilégié, Bercy le confirme aujourd'hui et écarte toute baisse des taxes qui représentent 60% du prix. Je ne crois pas que ce soit la bonne option. 1 centime de baisse du litre de carburant, c'est un demi-milliard d'euros. Donc vous voyez bien que c'est très coûteux pour un résultat que les Français ne verront pas. En deuxième lieu, c'est injuste. C'est-à-dire que celui qui prend un gros 4x4 très motorisé qui fonctionne au diesel recevra la même compensation financière de l'État qu'une aide-soignante qui est obligée de prendre sa Clio. Boucher les trous du pouvoir d'achat par de la subvention et par des allocations, ça s'appelle du pouvoir d'achat à crédit que paieront nos enfants et nos petits-enfants. Le pouvoir d'achat, une question bien plus vaste que le prix à la pompe. Quand on parle de pouvoir d'achat, on se polarise sur le litre d'essence qui va représenter 20 ou 30 euros de hausse par mois pour les ménages qui roulent le plus. Et on ne parle pas, par exemple, du coût du logement, mais la question des prix des carburants est relativement marginale par rapport à l'ensemble des autres évolutions de prix. Sur l'augmentation du prix du gaz, par exemple, là aussi un chèque énergie sera distribué en décembre, 100 € pour les ménages les plus modestes. La garde rapprochée de Nicolas Sarkozy à l'époque où il était à l'Élysée est en procès dans l'affaire dite des sondages. L'ancien président lui aussi est cité comme témoin. L'ancien secrétaire général de l'Élysée, Claude Guéant, ainsi que Patrick Buisson et d'autres personnes vont venir pour expliquer pourquoi ces études d'opinion qui ont coûté cher n'ont pas fait l'objet d'appels d'offres. Alexandra Guillet va suivre le début de cette audience et les débats vont durer 4 semaines. Alexandra, Nicolas Sarkozy, a priori, ne viendra pas. Et effectivement, Julien, son nom planera évidemment sur tous les débats, mais Nicolas Sarkozy ne sera pas présent. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il bénéficie de l'immunité présidentielle, puisque l'affaire remonte à l'époque de son quinquennat. Il n'est donc pas poursuivi, cité uniquement comme témoin. Il a d'ores et déjà fait savoir qu'il ne viendrait pas, toujours en raison de cette immunité. Sur le banc des prévenus, il y aura donc ses proches, au nombre de 5, parmi eux Claude Guéant, ancien secrétaire général de l'Élysée, ou encore Patrick Buisson, un de ses conseillers de l'ombre. Au cœur des débats, vous l'avez dit, des sondages, plusieurs centaines, ainsi que des contrats de communication contractés pour un montant d'environ 7,5 millions d'euros. Problème, ils ont été contractés sans aucune publicité ni aucun appel d'offres. À l'époque, ça ne se faisait pas. Répondent de conserve les prévenus. Ils affirment qu'il y avait une tradition, qu'il est dispensé d'appliquer les règles des marchés publics, poursuivis pour favoritisme, détournement de fonds publics ou recel de l'un de ces deux délits. Tous plaideront la relaxe à compter de ce procès qui va durer, vous l'avez dit, 4 semaines. Merci Alexandra Guillet. Le Pas-de-Calais toujours mobilisé pour retrouver un grand félin, un puma semble-t-il qui s'est échappé mercredi. Le préfet a ordonné de l'abattre dans les communes autour d'Arras, mais les internautes se mobilisent pour lui sauver la vie. Une pétition a été signée ce week-end, figurez-vous, elle a reçu plus de 10 000 signatures. Alors pour expliciter ce mystère, nous avons en ligne Jérémy Marion, responsable du service animalier d'Opale Capture Environnement. Alors cet animal, il est introuvable depuis 3 jours. D'abord, est-ce qu'on sait d'où il s'est échappé et est-on sûr que c'est un puma ? Alors actuellement, les services de l'État, les services de l'Office français de la biodiversité et les services vétérinaires du département, la DDPP, et nos services, et ainsi que le sapeur-pompier vétérinaire du SDIS 62, nous ne savons pas encore quelle espèce est sur le territoire. L'espèce n'a pas encore été identifiée par les pouvoirs publics. Est-ce que vous avez repéré sa trace ? Effectivement, les services de l'OFB et les lieutenants de louveterie ont aperçu plusieurs traces lors de la tracte. Et est-ce qu'on sait d'où il s'est échappé ?
Actuellement, on ne sait pas du tout, mais par contre, actuellement, les services de l'État, les services vétérinaires du département et l'OFB sont en train de vérifier s'il y a une personne qui détenait légalement ou illégalement un animal type fauve, parce qu'il faut savoir que les services de l'État, l'OFB et la DDPP ont des listes de personnes qui pourraient éventuellement susceptibles de détenir des animaux type fauve, parce que bien évidemment, il faut savoir qu'en France, il y a des autorisations qui peuvent être données concernant toute détention d'animaux de la faune sauvage. Et que va-t-il se passer lorsque vous l'aurez débusqué? Est-ce que vous allez l'abattre ou est-ce que vous allez réussir à l'attraper de façon plus douce, si j'ose dire? Alors, dans tous les cas, là, actuellement, c'est le travail des services de lieutenant de louveterie et des services de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Si vous voulez, déjà, les services de l'État souhaitent déjà capturer l'animal vivant. Donc, il y a des cages à fauves qui ont été mis à disposition des lieutenants de louveterie. Les lieutenants de louveterie aiment les animaux, comme les autres services de l'État, la DDPP, l'OFB, les services animaliers et les sapeurs-pompiers vétérinaires. Déjà, dans tous les cas, le préfet a toujours dit qu'il serait bien de capturer l'animal vivant. Mais Jérémy Marion... Donc, il met tous les moyens pour capturer l'animal vivant. Pour terminer, si le préfet a ordonné de l'abattre, c'est qu'il présente un danger pour la population? Le préfet du Pas-de-Calais doit prendre toutes les mesures. Si vous voulez, il faut bien comprendre que si l'animal sautait sur un concitoyen, là, les lieutenants de louveterie sont là pour éviter tout danger immédiat. Donc, bien évidemment, si un fauve va sauter sur une personne, les lieutenants de louveterie sont là pour éviter tout accident et tirer directement sur l'animal. Mais dans tous les cas, il faut bien savoir que le préfet